Voilà. Et donc, du coup, pour commencer, petite présentation. Donc, Fanny Blais, je travaille au sein de l'Académie de fauconnerie du Puy du Fou, donc sur l'émission de sensibilisation auprès des différents publics accueillis, également le Allô? suivi des oiseaux, et puis Oui. également dans le champ de la préservation des espèces aux côtés de mes collègues. Donc, la présentation va porter sur les différentes formes de partenariat qui peuvent exister entre le milieu in situ et ex situ, appliquées donc à cette préservation des vautours, et en tous les cas, essayer de partager ce que nous avons pu déjà vivre au niveau de l'équipe. Donc, du coup, pour commencer, hop, 2 champs d'action observés, donc c'est un petit peu l'intitulé de cette présentation, mais finalement c'était important de débuter par cela, donc pour une approche globale des enjeux de préservation et la définition de plans d'action complémentaires. On a donc finalement bel et bien donc le milieu in situ qui finalement à lui-même regroupe un ensemble de milieux très divers et variés en termes d'espace, d'espèces, d'écosystèmes, de biodiversité, et également des contextes très différents qui sont inhérents donc au pays, aux régions, aux cultures qui y sont présentes. Et de ça, c'est important de le savoir dès le départ, puisqu'il y a un lien aussi à la nature et ensuite aux enjeux de préservation et aux mesures menées sur le terrain qui vont varier. Et également, c'est un milieu qui finalement accueille une large diversité de professionnels, tous acteurs donc de la préservation des vautours, que ce soit au niveau scientifique, mais également sur voilà, des axes très opérationnels ou organisationnels. Et puis, il y a également d'autre part, et donc c'est un milieu qui nous concerne un peu plus, le milieu ex situ, donc en dehors du milieu naturel, qui par le fait est un milieu qui regroupe une assez grande diversité d'établissements, également qui accueillent par le fait donc des vautours, des couples de vautours et donc leurs petits également. Et pour un petit rappel sur ce sujet-là, la Convention donc, qui porte sur la diversité biologique des Nations Unies a d'ailleurs défini bien cette mission de conservation pour ces établissements ex situ, donc comme étant la conservation de tous les éléments donc, qui constituent la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel. Et dans le champ de ces établissements ex situ, il y a bien évidemment aussi une grande variété de professionnels qui vont agir ensemble, aussi bien sur le plan vétérinaire, donc les recherches scientifiques appliquées à la préservation également des espèces, les soigneurs animaliers et puis tous les corps de métier autour des autorités de tutelle qui nous encadrent. Maintenant, pour justement trouver une organisation, bien évidemment, entre ces deux milieux, il y a eu beaucoup de professionnels qui se sont rapprochés, rassemblés. Et donc, on peut définir une organisation qui finalement pourrait se représenter sous la forme du schéma suivant, où en fait, en point de départ, donc, il y a cette espèce menacée qui est observée en milieu naturel. Et donc, de par ce constat-là, il y a des plans d'action qui sont mis en place aussi bien sur le milieu ex situ, donc là où nous nous trouvons, que le milieu in situ. Et l'enjeu, l'objectif va être de trouver un équilibre et des formes de partenariat possibles entre ces deux milieux pour que cette conservation puisse grandir simultanément. Par rapport au contexte ex situ, donc plus précisément concernant par exemple des actions clés que l'Académie de fauconnerie au sein du Puy du Fou peut mettre en place, on va avoir donc parmi elles la conservation des espèces menacées, surtout sur le plan de la reproduction des espèces. Nous accueillons par exemple à notre niveau plusieurs couples de vautours et l'enjeu va être de suivre leur reproduction, donc tout simplement soit à distance en laissant les couples reproducteurs se développer et donc vivre leur quotidien, mais également parfois ces couples peuvent avoir besoin d'un soutien ou en tout cas de techniques sur le plan zootechnique particulières. Et dans ces cas-là, nous pouvons venir également à leur niveau pour cela. Et puis également, il y a une forme de conservation des espèces menacées puisque la structure peut aussi venir en aide directement sur le terrain au projet et au programme de conservation in situ par différentes formes dont on va parler un petit peu plus tard. Par rapport aux autres actions clés relatives à cette préservation, également la recherche scientifique appliquée à la conservation des espèces, puisque dans les enceintes ex situ, il y a également donc, des professionnels qui vont essayer d'observer d'un peu plus près certains domaines, l'éthologie, l'écologie sensorielle également des oiseaux, en l'occurrence là plus spécifiquement des vautours, leur manière d'appréhender l'environnement, les connaissances générales sur les espèces animales aussi,
Et donc, le fait d'accueillir ces espèces-là et d'avoir une forme de quotidien donc avec elles et dite un peu plus de proximité, va permettre des observations et d'avancer sur ces domaines-là également. Et puis, une autre action clé qui est bien sûr très importante, c'est celle de la sensibilisation et de l'éducation à la conservation au sens large, c'est-à-dire tout simplement donc, des programmes d'activité, des programmes de temps de sensibilisation qui ont pour objectif d'être adaptés le plus possible à chaque personne à qui s'adressent donc ces temps de sensibilisation pour, en fonction du cheminement de cette personne, expliquer la présence de cette espèce donc, au sein de la biodiversité en général, et puis aussi les enjeux de préservation et aussi les missions ex situ liées à cet enjeu de préservation. Toujours juste pour compléter sur ce plan ex situ, pour dresser ce constat de départ, il y a également des ressources et donc des compétences qui sont identifiées et mobilisées. Ça va être là aussi un point de départ. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure, mais une grande diversité de professions qui sont très complémentaires les unes des autres et qui sont engagées dans cette préservation. Il y a également la possibilité d'effectuer ce suivi pour rappel de reproduction des espèces menacées, avec du coup différents niveaux de soutien ou d'observation vis-à-vis des oiseaux. Et puis également la possibilité d'observer tout simplement, même en dehors de ce contexte de reproduction, ces espèces avec donc une forme de proximité qui permet sur des temps de sensibilisation ou des axes de recherche de développer davantage les sujets menés. Et puis aussi, il y a une coopération d'un ensemble d'acteurs accompagnant donc, ces établissements ex situ qui s'est organisée au fil du temps sur le plan national, mais aussi international, donc au niveau par exemple des DREAL, des DDPP, de toutes les autorités de tutelle, mais également de tous les autres professionnels qui vont agir en fonction des vautours. Et puis, on en a parlé aussi tout à l'heure par rapport à l'organisation générale, mais différentes formes de soutien qui sont du coup visées, qui sont identifiées. Au sein du Puy du Fou, par exemple, nous allons pouvoir développer donc, plusieurs d'entre elles. Le déplacement des équipes sur le terrain in situ quand les équipes in situ nous sollicitent, ou aussi pour que tout simplement on puisse partager avec eux les expériences autour de cet enjeu de préservation et le quotidien dans le suivi des oiseaux. La mise à disposition de dons ou de matériel relatif donc au suivi des espèces menacées, ça peut être le fait de financer par exemple une balise, mais ça peut être aussi le fait de partager différents outils que l'on pourrait avoir également, et puis un soutien financier qui peut venir en aide donc à ces programmes in situ. Sur les différentes formes de partenariat possibles, du milieu donc in situ ex situ jusqu'au milieu in situ, à titre d'exemple, donc plusieurs espèces concernées au sein de l'Académie de fauconnerie du Puy du Fou qui vont me permettre de mettre en lumière un petit peu des exemples plus concrets. Le gypaète barbu, par exemple, donc au niveau de cet oiseau, on va pouvoir développer des temps forts de sensibilisation. Là, en l'occurrence, on a plusieurs outils qui sont liés à des ateliers scolaires, qui sont donc des ateliers qui sont intégrés dans les programmes scolaires et qui vont permettre un éveil justement à cette préservation, en commençant déjà par la connaissance de l'oiseau et de ses caractéristiques, de ses aptitudes. Et puis, il va également y avoir la conservation donc, des espèces sur le plan de la reproduction, où là, donc, en image, nous avons repris plusieurs photos prises donc, au sein de l'Académie de fauconnerie. Tout là-haut, donc, c'est un visuel du couple qui nous a été placé donc, par le centre d'Asters et qui, du coup, a commencé des rapprochements et donc des pontes. Et on espère, du coup, aboutir sur une reproduction qui sera positive. Et puis, du coup, on va avoir en dessous deux images qui, du coup, reprennent la naissance de l'un des jeunes gypaètes barbus nés au Puy du Fou, qui a été ensuite concerné par un programme de relâché. Justement, donc ça m'amène à cette autre partie du partenariat qui pousse donc le passage de relais jusqu'au milieu in situ, où toujours par rapport à cette espèce, on a pu donc aboutir en 2007 à un relâché pour un jeune né au sein du parc. Et donc là aussi, on va avoir des partenariats, mais à différents niveaux, qui vont se mettre en place aussi bien avec les organismes qui vont accueillir l'oiseau sur le site in situ, mais également pour pouvoir préparer le transfert de l'oiseau en amont, tout un ensemble de partenariats avec les autorités qui sont autour de nous et qui nous accompagnent. La communication étant bien sûr clé et du coup, l'écoute et les adaptations également pendant tout le long de ce projet.
On a également bien sûr un soutien financier qui va être alloué à la préservation de cette espèce. Donc, pour en fait vraiment compléter cette approche, on va bien évidemment avoir une très grande pensée par rapport à l'EEP, au programme d'élevage européen de l'espèce, qui donc, au sein de la communauté ex situ, et là je salue tous nos confrères du Vulture Conservation Foundation et puis Alex Lopis également bien sûr, mais ce suivi-là est très important pour nous parce qu'il nous permet d'être accompagnés bien sûr et puis de développer tout simplement ce suivi de reproduction. Et là aussi, on va avoir des échanges permanents qui vont être importants pour l'espèce. En autre exemple du milieu ex situ, donc jusqu'au milieu in situ, cette fois-ci, le vautour moine au niveau de l'espèce, qui là aussi est concerné donc, par un programme d'élevage européen et qui donc va être sous l'égide de la coordinatrice, donc Marlène Wiggs, au niveau du programme d'élevage, là aussi important pour nous, puisque ça va nous permettre d'accompagner tout ce qui va être entrepris en termes de suivi de reproduction près de l'espèce. Nous avons donc plusieurs couples qui ont été concernés par la naissance de petits. Et donc, certains de ces petits ont pu être également relâchés, là, cette fois-ci, donc, dans les gorges du Verdon. Le petit gypaète barbu lui avait été relâché donc, dans les Alpes autrichiennes. Par rapport à cette autre mission et cette action clé au sein du domaine ex situ, là, un autre exemple qui pousse aussi le relais jusqu'au milieu in situ, un temps de sensibilisation, ça a été un programme d'activité donc sur l'année pour des jeunes bénévoles de l'Académie Junior Nature Fauconnerie qui se regroupent donc à notre niveau et qui ont plusieurs ateliers pour découvrir l'espèce, pour découvrir ses aptitudes, également nos métiers aux côtés de cette espèce sur le plan ex situ. Et c'était important pour nous de vraiment créer ce lien jusqu'au milieu in situ pour montrer qu'il y avait un suivi qui se faisait de façon différente, qu'il y avait des enjeux bien sûr très importants aussi et que tout partait aussi de là initialement. Et donc, nous avons pu, au fil de l'année, avoir plusieurs temps forts en interne de l'Académie de Fauconnerie et aussi un séjour d'éducation à la conservation en contexte in situ, en partant quelques jours. Donc, et nous avons d'ailleurs eu l'occasion dans les gorges de Verdon de rencontrer Sylvain Henriquet, d'autres associations aussi qui nous ont très gentiment expliqué leur fonctionnement, comme l'association Envergure Alpine. Et ça a permis de suivre tout simplement le parcours de l'un de nos jeunes relâchés sur le site. Par rapport donc à ce milieu in situ, sur le vautour moine, pour donc finir avec là aussi quelques petites images clés, on a eu donc ce relâché donc de Rougon et de Monaco, en l'occurrence de leur prénom, de ces oiseaux nés au sein du parc. Là, on a également eu plusieurs mises à disposition au niveau de ce projet, puisque bien évidemment, on a pu nous déplacer aussi pour pouvoir suivre et voir un petit peu toute cette étape finale du relâché. Et puis, il y a eu aussi donc, le soutien financier qui a pu être alloué en termes de préparation du transfert, également donc, des balises qui ont été ensuite posées sur les oiseaux pour pouvoir être suivis suite au relâché. Pour continuer, là aussi, une fois encore, sur du coup, la démarche du milieu ex situ jusqu'au milieu in situ, un autre exemple avec le petit vautour percnoptère que donc l'on présente dans le cadre de plusieurs activités pédagogiques dans des temps de sensibilisation. Et donc, à ce titre, on peut pousser notre explication et justement tout ce qui tourne autour de l'oiseau jusqu'au milieu in situ, où là, on parle en l'occurrence des programmes que l'on peut soutenir, donc sur le parc de Tlemcen avec AFEDA et le suivi qu'elle entreprend sur justement les vautours percnoptères qui y sont présents, ou encore l'association Chayak qui a poussé une étude donc, de suivi sur les populations de vautours percnoptères sur l'archipel du Cap-Vert. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous allons pouvoir continuer notre message auprès des publics et puis aussi plus concrètement apporter une aide, un soutien financier qui permet parfois donc l'utilisation d'achats de matériel pour justement que ce suivi puisse être poursuivi. Si je poursuis donc toujours sur les exemples de partenariat, maintenant donc sur une autre espèce, celle du condor des Andes, donc on s'en va sur des terres un peu plus lointaines, mais c'était important pour nous aussi de parler de ce type de partenariat parce qu'il a été conséquent et c'est un engagement fort aussi de l'Académie de Fauconnerie. Donc nous avons à notre niveau un couple reproducteur qui donc fait des naissances et nous avons d'ailleurs également deux nouveaux couples qui sont en train d'être mis en place, qui sont en train de se rencontrer, puisque tout simplement, on a de la communauté ex situ constaté aussi qu'il y avait ce besoin de reformer des couples au niveau de l'espèce, et on a pu aboutir à une naissance, donc celle d'Aini, à titre d'exemple, qui a ensuite été relâchée donc, sur la côte atlantique dans le désert de Payeman en Argentine.
Et donc, aux côtés de nos collègues de la Fondation Bioandina Argentina là-bas, on a eu là aussi un fort partenariat. Là-bas, la communauté ex situ, donc des établissements qui accueillent et qui reproduisent l'espèce, ont tout simplement continué aussi leur mission. Mais du coup, on fait appel à cet individu, à cet oiseau qui venait donc de France pour pouvoir tout simplement amener une diversité génétique et une protection du coup dans cette reproduction-là ensuite. Et donc, nous avons aussi, au sein de l'Académie de Fauconnerie, des temps de sensibilisation qui ont permis de développer toutes ces explications. Le milieu in situ, là, du coup, effectivement, en quelques images, on a le relâché d'Aini qui a été donc également suivi juste après son relâché, puis un visuel d'un adulte, Condor des Andes, qui en fait est l'un des jeunes qui a été initialement au tout départ relâché sur le désert de Payeman et qui est revenu par la suite pour constituer un couple et se reproduire. Et donc là, voilà, on a quelques images de la pose de balise et du suivi télémétrique également de l'oiseau qui a été fait. Notre équipe a pu, avec plaisir, découvrir tout ce suivi-là aux côtés des amis qui sont présents sur la fondation de Bioandina. Donc la mise à disposition voilà, de notre équipe dans le partage d'expériences, entre autres, elle a été effectuée sur ce partenariat. Également le soutien financier qu'on alloue au programme régulièrement. Et puis, là aussi, un autre exemple sur des vautours, cette fois-ci donc plutôt africains, puisque du coup, nous avons également là plusieurs couples, le vautour à dos blanc africain, vautour de Rupel, vautour auricou, encore vautour à tête blanche, que nous avons le plaisir de pouvoir reproduire tout simplement parce que l'on sait que derrière, ça aura un fort enjeu aussi de préservation pour l'espèce et des temps de sensibilisation qui nous permettent de parler de tout cela. Et par rapport à ce suivi ensuite qui se fait sur le milieu in situ, donc là on est sur un autre type d'aide au niveau de ce milieu-là. Tout simplement, on rejoint l'Endangered Wildlife Trust, qu'on salue également, et aux côtés donc, de nos amis et confrères du Oak Conservancy Trust et d'autres établissements ex situ qui travaillent depuis maintenant de nombreuses années avec ce groupe de travail et ce programme. En 2009, nous avons rejoint l'aventure pour pouvoir partir là-bas une fois par an hors contexte sanitaire actuel pour prêter main forte dans un suivi, donc un monitoring de population qui vise en fait à monter donc, au sein de différents nids identifiés pour pouvoir veiller aux petits nés, les identifier, suivre leur bonne santé et pour pouvoir ensuite avoir un état de la population. On a donc un soutien également financier qui est alloué à ce programme-là. Et donc, pour arriver donc à la fin de cette présentation, ce qui est important pour nous, c'était de vraiment resituer qu'une approche globale pour la mise en place de plans d'action complémentaires était très importante. Là, on a un petit, du coup, un petit visuel de toutes ces actions in situ qu'on essaye de développer en dehors de l'enceinte ex situ que l'on est. Et également, donc, une pensée bien sûr très forte pour tous les acteurs de la conservation qui nous accompagnent dans tout cela depuis de nombreuses années et qu'on souhaite remercier pour tout simplement leur accessibilité, également le partage d'expériences, les rencontres, la richesse des échanges. Et du coup, on souhaite vraiment une très longue vie à chaque projet entrepris à leur côté. Et surtout, on espère que toute cette préservation va pouvoir se poursuivre. Et pour terminer, donc en rappel, c'est vrai que finalement, le propre de cette présentation, c'était vraiment d'exposer que des champs d'action étaient observés différents, que l'enjeu, c'était vraiment chacun dans chaque milieu de bien identifier les actions clés, les ressources mises à disposition pour pouvoir ensemble finalement créer des partenariats qui seront très importants puisqu'une coopération à l'échelle globale sur le niveau national et international entre tous les acteurs, c'est bien évidemment très important. Et en ça, la Journée internationale de sensibilisation au vautour est bien évidemment nous mis très en avant au sein de notre enceinte. L'on peut vendre des petits bracelets donc pour une récolte de fonds qui peut être ensuite possible et qui est ensuite reversé au programme de conservation aux différents projets en cours. Mais également, c'est des temps forts de sensibilisation importants et c'est surtout des temps également d'échange et de partage, aussi bien donc avec la LPO que nous remercions également pour ces rencontres organisées et puis tous les autres confrères que l'on a pu citer au travers de cette présentation et également ceux qui n'ont peut-être pas été cités mais à qui on adresse un grand merci. Voilà un petit peu de la présentation. Eh bien, merci Fanny. Il va nous rester une dizaine de minutes, excusez-moi, pour les questions. Alors avant de prendre les questions, je vais présenter François Sarrazin, qui est notre président de session ce soir. Je m'excuse auprès de lui parce qu'effectivement, il était avec nous avant de démarrer et le bug lui a coupé la parole et sa caméra.
Et donc, le temps qu'ils reviennent parmi nous, on avait déjà commencé. Je suis vraiment désolé, François, pour ce petit problème de connexion. Donc, je te redonne la parole, je te laisse te présenter peut-être, et puis après animer les questions que nous lira Nicolas. Ok, merci beaucoup Yvan, vous m'entendez bien? Donc, comme tu l'as dit, je suis donc François Sarrazin, je suis professeur d'écologie à Sorbonne Université, basé au Muséum national d'histoire naturelle, au Centre d'écologie et des sciences de la conservation pour différents travaux en conservation de biodiversité, dont ce qui nous occupe ce soir, ces questions de conservation, de restauration de population de vautours, donc auxquelles je m'intéresse depuis maintenant 30 ans, on va dire, avec un certain nombre d'entre vous. Donc, c'est un plaisir, comme toujours, d'accompagner ces journées, même dans leurs formes les plus ésotériques maintenant. Mais donc, désolé Fanny d'avoir suivi cette présentation, mais j'ai pu la suivre quand même de loin. Donc, on va prendre quelques questions. Donc, on vous rappelle que vous devez même poser vos questions via le petit onglet questions et réponses QR que vous avez dans le menu, hein, tous les participants. Donc, vous formulez vos questions et donc on a Nicolas Darocha qui va centraliser ces questions et avec lequel on va essayer de formuler ces questions pour Fanny. Donc, n'hésitez surtout pas à poser ces questions. En attendant, Fanny, j'aurais peut-être une première niveau de discussion. Tu as bien présenté ces interactions entre ce flux, si je puis dire, d'échanges entre conservation ex situ et conservation in situ. Quand tu as parlé des programmes qui se situent en Afrique, là, auxquels vous participez, vous venez participer au suivi, c'est des programmes qui entraînent des suivis à long terme aussi dans ces populations, où là, on est plus à une échelle, je dirais, individuelle, de qualité des oiseaux, etc. Quel est le type de travaux? Alors, c'est plus de l'in situ pour le coup, mais… Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais essayer de répondre donc, à cette question. En fait, finalement, le suivi qui a été mis en place donc, il y a de ça maintenant plusieurs années était initialement pour tester aussi une méthodologie, une forme de méthodologie de suivi de population et avait des proportions, même si elles étaient bien sûr très importantes, un petit peu différentes au fur et à mesure que les statuts de protection et les menaces présentes sur le terrain et donc malheureusement tous les empoisonnements qui sont… est bien encore présent et malheureusement aussi en augmentation sur ce terrain-là in situ. Il y a eu du coup une forme de suivi un petit peu plus accrue dans le sens où du coup elle s'inscrit bien sûr maintenant un peu plus aussi dans le long terme et elle reste sur cette espèce-là. Juste à titre d'exemple, donc sur la dernière mission qui a été menée, donc malheureusement l'année dernière l'équipe n'a pas pu prêter main forte sur ce terrain-là pour les contextes sanitaires que l'on a rencontrés, mais du coup l'année d'avant il y avait plus de 150 nids donc sur 15 jours qui ont pu être observés et donc du coup parmi eux d'ailleurs un nid qui avait un vautour oricou, alors que les autres, c'était donc sur du vautour à dos blanc africain. Et donc, cette espèce va pouvoir aussi, de ce que mes collègues m'en ont dit, être intégrée un petit peu dans ce suivi-là lorsqu'elle sera identifiée sur les aires de nidification. Très bien, merci. Alors, toujours pas de questions. Si José avait une question pour Fanny. Ah, José, je t'en prie. Merci beaucoup. Ici José Tavares de la VCF. Fanny, merci beaucoup pour cette présentation. C'est un plaisir de voir vraiment le lien entre ex situ et in situ. Nous sommes bénéficiaires de votre soutien et je vous remercie beaucoup de ce soutien. Une question. Cette année, ces années 2020-2021, il y a la pandémie. La pandémie, ça veut dire moins de visiteurs. Est-ce que ça aura un impact certainement sur votre opération? Ma question spécifique, est-ce que ça aura un impact sur votre soutien aux actions de conservation dans le futur proche? Merci. Alors du coup, pour répondre à cette question, effectivement déjà par rapport à la pandémie rencontrée, bien évidemment, tous les contextes sont un petit peu bousculés. Juste pour information, donc on a quand même maintenu, nous, sur l'année dernière, les journées internationales des vautours. On a pu, et d'ailleurs, on remercie également tous les visiteurs qui sont venus participer à cette opération. On a pu avoir finalement à peu près le même niveau d'engagement, en tout cas sur le terrain de la part de ces visiteurs.
et en termes de récolte de fonds également. Et puis, on a également des responsables en interne du Puy du Fou qui sont très mobilisés pour la conservation des espèces. Donc, les soutiens ont pu se poursuivre cette année. Ils ont été, en fait, comme chaque année, organisés de la manière suivante avec donc les programmes qui ont pu réévaluer en eux-mêmes aussi leurs besoins. Nous avons des aides que nous effectuons juste pour expliquer un peu ce contexte de façon plutôt permanente ou alors plutôt ponctuelle. Ça va dépendre vraiment des programmes en eux-mêmes. Concernant après l'avenir, bien évidemment, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais en tout cas, l'engagement de préservation et de conservation est toujours là et fait partie des priorités. Voilà. Merci. Nicolas, nous avons quelques questions qui commencent à arriver. Une première question. Alors, les suivis en Afrique concernent quel pays et les suivis sont coordonnés à chaque année? Est-ce que les suivis sont coordonnés chaque année et à quelle échelle? Ok. Alors, du coup, par rapport à ces suivis-là, c'est donc en Afrique du Sud qu'ils vont avoir lieu. Donc, il y a le parc de Drunfield, le parc de Mokala également qui sont concernés jusque du coup à quelques frontières limitrophes. C'est donc coordonné par initialement le groupe de travail donc, sur les vautours au niveau de l'Endangered Wildlife Trust. C'est donc un organisme qui va développer plusieurs projets d'action sur plusieurs taxons, plusieurs groupes d'animaux. Là, en l'occurrence, ça concerne celui-ci. Sur place, une équipe locale est présente à l'année et donc participe, contribue au projet. Et puis, concernant donc, les autres collègues confrères, c'est vraiment maintenant quelque chose de régulier. Donc, ce déplacement, juste pour rappel également, parce que je ne l'ai pas forcément dit dans la présentation, il a lieu à l'automne. C'est quelque chose de récurrent maintenant. Et par rapport à la coordination à son niveau, là, on va vraiment être au niveau des confrères de l'Endangered Wildlife Trust qui en fait font ce suivi et qui mobilisent sur le terrain au niveau du pays et en tout cas des régions, vraiment une coordination. Et je préfère ensuite passer plus la main et le relais à cet organisme qui va beaucoup plus pouvoir parler de toute cette subtilité à son niveau. Merci. Une autre question du coup. Combien d'oiseaux au total avez-vous pu relâcher dans vos différents projets de conservation? Alors du coup, en tout, on a eu donc plusieurs oiseaux de relâchés. On a eu donc le gypaète barbu au niveau des Alpes autrichiennes en 2007. On a eu Rougon et Monaco, donc les deux vautours moines au niveau des gorges du Verdon. Également, nous avons donc eu Aini, le condor des Andes, qui a pu être relâché en 2015. Et puis, on a eu aussi une participation à un relâché donc, de vautours fauves au niveau de la Bulgarie, qui a pu se faire voilà, un petit peu pour les différents relâchés entrepris. Là aussi, c'est une action, bien sûr, de conservation, mais qui en soi reste une action aux côtés de toutes les autres. Et même si on aura encore, bien sûr, à cœur d'y participer sous cette forme-là en fonction des besoins, on a bien évidemment conscience qu'il faut qu'en face et sur le milieu in situ, tous les acteurs soient bien évidemment au clair. Ce n'est pas une décision juste individuelle. Donc, on reste à l'écoute en tout cas des perspectives par rapport à cette forme de soutien-là. Peut-être une dernière question. Oui, une dernière question. Est-ce que vous avez des partenariats pour les espèces asiatiques? Alors, du coup, par rapport aux espèces asiatiques, on a eu des formes de partenariat par le passé. Et puis, du coup, les programmes en question, finalement, n'ont pas donné à un moment donné de nouvelles. Et donc, en cela, c'était pour nous un indicateur de relancer, bien évidemment, dans un premier temps, le programme en lui-même. Et puis, du coup, sans nouvelles, en fait, et sans réévaluation des besoins, de ne pas pouvoir poursuivre, malheureusement, ce soutien-là. Mais effectivement, c'est un axe que l'on souhaiterait là aussi bien prendre en considération, toujours dans cette approche globale de conservation.